Tu es de quelle origine? À quoi vous identifiez-vous? Tu viens d'où? J'avais contacté quelqu'un par rapport à des activités d'apiculture. Et du coup, lorsque je me suis présentée, je m'étais présentée au préalable par rapport à un mail, enfin sur un mail, je lui avais envoyé un mail. Et lorsqu'on s'est vu, la première chose qu'il m'a demandé, c'était « Tu es de quelle origine ?» Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je trouve ça assez peu raffiné lorsque ce sont les premiers contacts que nous avons avec une personne et surtout lorsque le contexte ne s'y prête pas. Je sais que ce ne sont pas de mauvaises intentions, etc. etc. Et donc la personne, puisque Soraya est un prénom arabe, me dit d'emblée « Oui, je voyageais au Moyen-Orient, mais nous nous sommes contactés en France et je viens dans le cadre d'activités liées à l'apiculture. Qu'est-ce que le Moyen-Orient vient faire là, au premier abord? Je ne dis pas que ce ne sont pas des échanges qui peuvent être abordés par la suite, mais pas lors de la première phase, lors du premier contact. Je trouve que c'est une manière certainement souvent maladroite d'aborder une discussion, une relation, des échanges. Je ne viens pas, ce n'est pas comme si j'étais étrangère et que je parlais une autre langue ou alors le français avec un accent, ou là peut-être que le contexte s'y prête. Il n'y avait rien de tout ça et du coup ça m'a renvoyé parce que ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas posé cette question. Ça m'a renvoyé toujours aux mêmes questions, tu es de quelle origine? Et pourquoi je parle de ça? Mais en fait c'est pour mettre en lumière les principes de catégorisation des personnes lors des échanges interpersonnels. Les personnes veulent vous mettre dans des catégories, dans des groupes, malgré eux, hein, mais que ce soit de manière positive, entre guillemets, ou négative, dans le sens où ils vont vouloir, pour avoir des repères, vous placer dans un groupe et vous attribuer les caractéristiques de ce groupe en fonction de leur vision. Donc ça peut être des caractéristiques très positives comme des caractéristiques très négatives. Donc vous êtes d'ores et déjà quelque part lié au groupe dans lequel on vous a bien mis. Même si vous ne vous présentez pas comme faisant partie de ce groupe. Ce n'est pas comme si on se présentait comme faisant partie du groupe, qu'on est représentant de ce groupe-là et qu'on vient parler de ça. Évidemment, si j'arrive à l'étranger, si je viens d'arriver à l'étranger, que ça se voit trop que je ne suis pas de là-bas et que je vais à la rencontre dans un village ou de certaines populations qui ne vivent pas selon le standard qui est de plus en plus international, évidemment la personne va me poser la question de là où je viens dès le départ. Parce que ça m'a aussi renvoyé à une autre histoire qui était assez drôle, ou je ne sais pas si c'est drôle ou pathétique. C'était une fois il y a un certain nombre d'années, je dirais une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, je ne sais plus de quel coin de France. J'étais partie voir une dame qui cultivait sans eau. Elle avait vraiment une technique spécifique pour cultiver sans eau et j'avais trouvé ça très intéressant et je voulais apprendre, je voulais savoir quelle était la pratique, est-ce que c'était au lieu même qui était spécifique, est-ce qu'elle faisait des choses en particulier, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que imaginez-vous, cultiver sans eau, sachant que l'eau est indispensable à la croissance des végétaux. Donc je me suis dit, cultiver sans eau, ça devrait être quelque chose de génial à partager, de super. Imaginez-vous dans les endroits vraiment où le manque d'eau est un obstacle à toutes les cultures. Et donc à toutes les familles qui sont dans le besoin pour pouvoir se nourrir, c'est-à-dire avoir la base vitale dans cette existence, dans ce corps, la base.
Et puis je crois que c'était lors du premier soir, ou du deuxième soir, je m'en souviens plus. On était passé à table à dîner, donc il y avait tout le monde. Et cette dame-là m'a posé une question qui m'a vraiment marquée. Elle me demande: que penses-tu de la situation des femmes au Moyen-Orient? Je me rappelle comme si c'était hier. Forcément, mon prénom Soraya renvoie l'arabe, donc Moyen-Orient, donc la femme, soumission, extrémisme, etc., etc. Bref, toutes les associations d'idées. Et je me souviens plus ce que je lui ai répondu exactement. Mais c'était une réponse inattendue. Je pense qu'elle ne s'attendait absolument pas à cette réponse. Il y avait 3 choses. Premièrement, je ne suis jamais allée au Moyen-Orient. Deuxièmement, je ne suis pas venue en tant que représentante de cela. Troisièmement, le contexte ne s'y prêtait pas. On parlait de plantes, nature, végétaux, culture. Donc rien ne se prêtait à la question sauf mon prénom. Et je n'ai rien évoqué d'autre de ma vie. Et d'autant plus que c'était les premiers échanges. Donc il y avait tellement de paramètres qui faisaient en sorte que c'était très 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 mal placé. Oui, je voulais vous montrer la petite ruche. En fait, cet hiver, les abeilles n'ont pas pu survivre. Du coup, au printemps, une autre ruche a été mise avec un nouvel essaim. Donc cet été, fin août, il y aura certainement du miel. Disons qu'une ruche comme ça, pour des personnes dont ce n'est pas le métier, pourrait donner environ 20-25 kg de miel. En hiver, souvent, on leur donne du glucose, parce que sinon elles ne survivent pas. L'idéal, bien sûr, c'est qu'elles soient totalement autonomes, mais ça dépend des régions, ça dépend des personnes, ça dépend des techniques, ça dépend de pas mal de choses. Et souvent dans le faux miel qu'on achète, qui est proposé dans les grandes surfaces, souvent c'est un mélange de glucose et de miel. Quand on donne du glucose aux abeilles directement, elles-mêmes elles le transforment après. Mais par contre, quand le miel est récolté, ce qu'ils font dans les supermarchés pour diminuer le prix, c'est qu'ils mélangent souvent avec du glucose. C'est-à-dire que le miel que vous croyez acheter, souvent c'est 50-50%, ou voire plus dans la proportion de glucose. Voilà, c'est pour ça que c'est bien d'aller voir directement les producteurs. Mieux vaut donner de l'argent pour déjà des petits producteurs, et en plus qui vous proposent des produits de qualité, ou en tout cas du vrai miel, quoi. Oui, donc, comme je vous le disais, rien ne se prêtait à la question. Ce n'est pas comme si la question venait lors d'une conversation banale ou lorsqu'on avait un petit peu plus fait connaissance. Le pire, c'était vraiment la réaction de cette personne-là. Je me souviens très bien que la personne a été outrée par ma réponse, mais vraiment outrée. Et elle a parlé de ses origines, à elle, apparemment dans sa famille, pas elle directement, mais dans sa famille, on avait vécu le nazisme, etc. Déjà, je ne voyais pas vraiment le rapport, mais c'était plus une question de militantisme, de principe. Il fallait que j'ai des principes, des opinions fermes sur des sujets. Il fallait que je sois anti quelque chose, pro quelque chose, parce que j'avais cette étiquette. Vous voyez, selon ce que les autres veulent. Ce que les autres veulent, c'est-à-dire qu'encore une fois, il y a les caractéristiques d'un groupe dans lequel on vous place. Je vais vous expliquer après à quoi ça renvoie. Malheureusement, ça biaise énormément les échanges interpersonnels. Très souvent, c'est inconscient. Donc la personne était outrée, elle s'est levée de table en sanglotant et en disant que c'était inadmissible parce que ça lui avait renvoyé à toute l'histoire familiale par rapport à l'Allemagne nazie, etc. Mais qu'est-ce que je venais faire là dans l'histoire? Quel est le lien? Il n'y avait aucun lien. Mais elle a fait des associations d'idées et donc qui lui a renvoyé à une situation douloureuse.
cette anecdote m'a vraiment fait interroger sur la manière dont les personnes perçoivent les autres dans les principes de communication. Puisque la communication, c'est ce qui régit la vie, nous communiquons entre nous, entre humains, de manière verbale, mais aussi non verbale, et encore de manière plus subtile. Ce sont des échanges d'informations, de la plus grossière, on va dire, jusqu'à la plus subtile. Donc, comment nous percevons-nous dans la communication et comment nous percevons autrui? Et ça m'a fait penser au principe de schématisation. Lorsque nous traitons les informations que nous percevons, la manière la plus simple de les traiter sera de les schématiser, puisque sinon il y aura un chaos d'informations qui vont dans tous les sens et la partie analytique de notre cerveau aime l'ordre, la structure, les schémas. Donc en fonction des personnes, certaines vont avoir la capacité de pouvoir intégrer plusieurs informations, de pouvoir faire des liens et de pouvoir faire des schémas riches, utiles pour leur compréhension. Seulement d'autres personnes ont des facultés cognitives plus restreintes ou alors qu'ils n'ont pas développé et leur schématisation va être très limitée, très restreinte avec beaucoup d'informations retirées, donc avec un schéma très simplifié qui certes va être retenu avec juste une phrase, un principe, un proverbe, une expression, un préjugé. Et du coup, ça va faciliter, oui, la mémorisation, mais de l'autre côté, ça retire beaucoup d'informations. Et donc, la possibilité d'élargir sa compréhension et ses horizons. Donc c'est pour ça que les slogans sont utilisés souvent dans la communication publicitaire ou autre. C'est quoi en ce moment la mode? Never give up, no pain, no gain. En fait, elles ont lieu d'être dans la mesure où ça simplifie la mémorisation. On les retient beaucoup plus. Mais le revers de la médaille, si je puis dire, c'est que ça enlève, ça retire énormément d'informations. Donc, notamment dans l'application. Il y a certains contextes où just do it, juste fais-le, est très pertinent, mais dans d'autres contextes, non. Donc voilà, c'est le principe de schématisation que nous avons. Qui dit perception, dit expérience personnelle, avec tout ce que cela implique. Et si on veut, les perceptions d'autrui, donc dans la catégorisation, dans la schématisation, et surtout dans le principe de communication, ne représentent rien d'autre que des formations imaginaires que l'on se fait de l'autre ou des autres, mais surtout de soi. Puisque cette représentation des autres est une projection, la continuité de soi. Il n'y a rien de grave, ce n'est ni bien ni mal, c'est un constat. Et le plus intéressant, c'est d'en avoir conscience et de savoir ce sur quoi nous devons travailler, ou nous devrions travailler, si nous le voulons, pour pouvoir grandir, s'améliorer et élargir ses perceptions. Et donc ça nous amène à la deuxième chose, il y en a 4 que je voulais souligner. C'est le principe de catégorisation dont j'ai parlé, c'est là où je voulais en venir et que la petite anecdote d'il y a quelques jours m'a fait rappeler ça. Donc la catégorisation, c'est un préalable aux préjugés qui amènent aux stéréotypes et qui peuvent amener à des discriminations. Donc c'est un petit peu entre guillemets, le danger ou l'effet néfaste d'une catégorisation systématique. Parce que dans la catégorisation, il y a des préjugés. Et donc des préjugés, ce sont encore une fois des formations imaginaires qui n'ont rien à voir avec la réalité et qui conduisent à des stéréotypes, c'est-à-dire des schémas systématiques de caractéristiques d'une personne, d'un individu, sans la connaître, et d'un groupe sans le connaître. Encore une fois, que ce soit de manière valorisée ou dévalorisée. Donc ça m'amène à la troisième chose, c'est que ok, d'accord, et il y a cet outil que l'on utilise, mais c'est un besoin cognitif, socio-cognitif,
de l'être humain de pouvoir se faire une idée cohérente de à qui il a affaire. Lorsqu'il y a inconnu, on veut tout de suite avoir une sorte de cohérence. Une personne ou un individu qui nous offre des informations ou des signaux qui sont trop inconnus, trop incohérents, il y a des personnes qui se déstabilisent très vite et qui vont vouloir rechercher une certaine cohérence et donc la mettre dans une catégorie. Ça rassure la personne. Dernière chose, donc dans cette idée de vouloir rendre les informations cohérentes, donc dans une case, en fonction encore une fois de la boîte de la personne. Plus la boîte est petite, plus la catégorisation sera forte, plus la schématisation sera forte, puisque trop d'informations à traiter sera un petit peu difficile ou impossible pour une pensée ou une vision limitée de la vie. Et du coup, ça m'amène à la dernière chose. Pourquoi la personne fait ça? Donc c'est aussi pour avoir l'idée. Quatrième chose, c'est pour pouvoir adapter son comportement. Encore une fois, c'est un principe naturel du fonctionnement psychologique de l'être humain. On intègre, donc on perçoit, puis on intègre et on traite les informations. On les schématise, on en s'en fait une idée cohérente, puis on adapte le comportement que l'on doit avoir, en fonction donc du résumé de l'analyse. Ça permet d'anticiper, ça permet de prévoir le comportement. Exemple, lorsqu'on scanne une personne pour la première fois, il y a toujours cette information. Est-ce qu'on perçoit de l'hostilité? Si on perçoit de l'hostilité, hop, on anticipe et on adapte son comportement. Donc on est plus dans un système en alerte, en vigilance. Si au contraire, pas d'hostilité, on ressent plutôt des signaux de sympathie, d'ouverture. Encore une fois, on adapte son comportement, etc. etc. Donc, quelque part, ce n'est pas aussi néfaste, ce n'est pas aussi inutile que ça. C'est utilisé pour notre système de survie. Heureusement que nous avons ce système-là pour pouvoir cerner, par exemple, les dangers immédiats qui peuvent avoir lieu et s'adapter et adapter notre comportement. Et pourquoi on utilise une sorte de systématisation, d'une catégorisation des personnes? Il y a deux choses. Premièrement, comme je l'ai dit, ça réduit ce qu'on appelle l'incertitude psychologique. Et deuxièmement, c'est pour pouvoir moduler, anticiper et contrôler sa réponse. Donc, premièrement, ça réduit l'incertitude. L'être humain moyen entre guillemets, ne supporte pas l'incertitude. L'incertitude peut être source de conflits intérieurs, de peur. Donc il va vouloir contrôler, maîtriser son environnement. Bien sûr, dans la perception d'autrui, on ne peut pas maîtriser la personne. Mais on va contrôler la manière dont on la perçoit pour pouvoir se rassurer et donc réduire le conflit intérieur, la tension intérieure et donc l'incertitude psychologique qui va avec. Donc voilà, lorsque les personnes vous catégorisent, ou peut-être même si vous catégorisez les personnes, posez-vous la question de quoi j'ai peur? Pourquoi est-ce que j'ai tant de préjugés? Pourquoi par rapport à une personne? Qu'est-ce qui fait en moi que j'ai une tension ou un besoin viscéral de vouloir catégoriser les personnes de manière systématique? Et ce, sans raison apparente, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de danger immédiat, ou alors dans une manière automatique de robotisation. Donc une fois qu'on a réduit l'incertitude, on adapte son comportement, on passe à l'action. Maintenant, une fois qu'on est passé à l'action, souvent, il y a deux possibilités. Soit la personne est assez rigide et elle va toujours rester sur, entre guillemets, sa première impression, elle ne va jamais changer ou moduler ou restructurer les nouvelles informations qu'elle a quand elle va rentrer en contact un peu plus approfondi avec ce groupe ou cette personne. Elle va avoir de nouvelles informations qui vont venir. Donc soit on est rigide, on ne prend pas en compte ces informations pour pouvoir réorienter sa vision, ou soit on est flexible et même si on a une première impression où l'on a catégorisé la personne, au fur et à mesure, les nouvelles informations permettent d'élargir
la catégorisation, si je puis dire, ou d'élargir la perception que l'on a de la personne et donc de ne plus la laisser dans la catégorie dans laquelle nous l'avons mise. Donc certes, il y a la première impression, mais une fois qu'on rentre en contact plus approfondi, il y a de nouveaux signaux. Si on a par exemple entre guillemets une mauvaise première impression, plutôt que de rester ferme sur sa première impression, est-ce que si on essaye de comprendre, on essaye d'analyser autrement, peut-être que notre perception changera, notre avis changera, notre opinion changera, et c'est justement le principe du changement, de ne pas rester figé dans une seule perception sans connaître la personne. Et parfois même, lorsqu'on croit connaître la personne après 10, 20 ans, voire plus, on ne connaît pas vraiment la personne, puisqu'il y a à chaque fois, en fonction de l'évolution de l'individu, des nouvelles facettes qui émergent, et on se dit finalement je ne connaissais pas la personne. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de comprendre? Est-ce qu'on se braque? On se dit la personne a tellement changé, je ne veux plus rester en contact avec elle. Maintenant les effets de la catégorisation dans les principes d'échange et de communication. 3 effets peuvent être mis en lumière. Il y en a un qui est positif. J'aime pas trop positif, négatif, mais on va dire le premier qui va être utile, efficace, c'est au niveau de la facilité de la communication. Comme je l'ai dit par rapport au fait que cet outil-là, du fonctionnement psychologique de l'être humain, est très utile dans certaines circonstances, donc ça va faciliter la communication. Exemple, pour ceux qui voyagent, connaissent très bien ça, ou qui ont voyagé, connaissent très bien ça. Je vais, entre guillemets, dans un nouveau paradigme, dans une nouvelle structure sociale avec des codes différents que peut-être je ne connais absolument pas, donc c'est totalement inconnu. Il y a des codes implicites qui régissent les relations et la communication, et le fait de pouvoir catégoriser de l'inconnu vers l'inconnu va nous permettre de faciliter la communication. Je prends l'exemple en Amérique latine, par exemple, les rapports sociaux sont beaucoup plus spontanés, les personnes sont beaucoup plus tactiles, ouvertes, spontanées, que si je vais, je ne sais pas, en Europe de l'Ouest, en Allemagne, en Angleterre, où les codes de communication vont être différents, qui vont être beaucoup plus froids, cordiaux, mentaux. Pour pouvoir faciliter la communication, je dois avoir analysé l'endroit et les personnes, le groupe dans lequel je me trouve. Donc j'aurai certes peut-être une certaine perception en fonction de mon expérience personnelle, ce qui va me permettre d'adapter mon comportement et qui va me permettre de faciliter les échanges et de communiquer avec les personnes. De la même manière, si une personne porte un certain uniforme, imaginons un uniforme de policier, donc la perception du rôle qu'il a dans cet uniforme-là va me permettre d'adapter ma communication et de faciliter l'échange. Ensuite, deuxième effet, donc ça c'était le premier qui était utile et efficace et qui serait perspicace d'utiliser à bon escient. Le deuxième effet serait celui malheureusement du biais dans la communication, réducteur, déviant ou même aliénant. Je vais citer une étude parmi tant d'autres. Alors cette étude-là est utilisée souvent dans la psychologie sociale pour pouvoir justement démontrer un des effets des biais dans la communication en fonction de la perception d'autrui dans les principes de communication. Dans cette étude-là, c'est un sondage qui va aller à la rencontre de volontaires, donc pour leur demander leur opinion sur la parité dans les listes électorales, qui répondent soit oui, non, ou alors je n'ai pas d'opinion. Donc il y avait 3 possibilités. Avant de voir les résultats, on voit d'abord qu'il y a 2 grands groupes, donc 2 colonnes. Il y a les enquêteurs, les enquêtrices. Donc les enquêteurs, ça va être le groupe des personnes, des hommes donc qui vont enquêter, qui vont poser la question. Et dans l'autre groupe, ça va être exactement le même protocole, sauf qu'on change seulement les personnes qui enquêtent. Donc ce ne sont plus des hommes mais des femmes. Donc une moitié d'hommes et une moitié de femmes. Le reste ne change pas. Et on voit donc les résultats qui sont différents.
en fait. Lorsque dans des études, on va dire, disons, aléatoires, bon, ça concerne plutôt des méthodes d'échantillonnage avec des statistiques et tous les biais qui s'y rapportent. Bien évidemment, il y aura toujours des biais dans les résultats, mais disons que ça nous donne une idée large et des hypothèses que l'on peut émettre sur une question quelconque. Donc ici, on voit que lorsque ce sont des hommes qui demandent « Êtes-vous pour ou contre l'instauration du système paritaire dans la constitution des listes électorales par les partis politiques ?» Il y a 40% qui sont contre. Par contre, lorsque ce sont des femmes, il y a 20% qui sont contre. De la même manière, lorsque ce sont des femmes qui demandent, qui posent la question « Est-ce que vous êtes pour ou contre l'instauration d'un système paritaire ?» il y a 55% qui sont pour et 26% si c'est un homme. Donc si moi je vais poser cette question-là à un certain nombre, dans un échantillon, un certain nombre de personnes dans un certain contexte, je vais remarquer que dans mes résultats, il y a plus de la moitié des personnes. Si un collègue à moi fait exactement la même enquête dans les mêmes circonstances, dans le même contexte, avec les mêmes principes d'échantillonnage, il aura à peine le quart. Donc, ici, on voit que l'hypothèse de départ qui a été émise par les enquêteurs, c'est qu'ils voulaient vérifier si l'apparence de l'enquêteur, en l'occurrence le genre, va influencer la réponse des personnes qui vont être enquêtées, donc des enquêtés. Les enquêtés vont-ils répondre en fonction de ce qu'ils perçoivent être, disons, socialement valorisable ? Une réponse socialement valorisée. Ici, vu que la parité est valorisée dans nos structures sociales, alors les personnes vont répondre selon ce qu'elles pensent que l'on attend d'elles. Alors je voulais faire le lien du coup avec la schématisation et la catégorisation. En fonction de ce que l'on perçoit d'une autre personne, d'un autrui ou d'un groupe de personnes, nous allons communiquer selon la réponse selon ce que l'on a perçu. Si on la place dans un groupe et avec toutes les catégories valorisantes, on va communiquer d'une certaine manière. Mais par contre, si on la catégorise dans un groupe auquel on attribue des caractéristiques dévalorisantes, on communiquera d'une autre manière. Voilà donc du coup l'influence des perceptions erronées et aliénées. Dernière chose, les prophéties autoréalisatrices, mais dans ce cas-là, je veux dire plutôt les prophéties réalisatrices ou l'effet Pygmalion. Dans ce cas, les prophéties réalisatrices, c'est un peu, je vais le résumer par une phrase, ils veulent que vous deveniez ce qu'ils pensent que vous êtes. Et si vous ne savez pas ce que vous êtes ou qui vous êtes, alors vous deviendrez ce qu'ils pensent que vous êtes. Ça commence à l'école. Si vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de personnes à qui l'on a dit tu es nul en maths, tu es en échec scolaire, tu es ceci, tu es cela. Donc on va vous mettre dans une catégorie, tu es nul en maths, tu es turbulent, tu es en échec scolaire. L'enfant n'a pas encore construit son système de perception de lui-même, il est en pleine construction. Et donc si dans cette construction on lui introduit ce genre de graines, souvent les personnes qui vont symboliser aussi l'autorité, donc leur inculque ça, et l'institution aussi qui va symboliser l'autorité. Si l'enfant n'est pas assez, on va dire, fort, et ou s'il n'a pas un environnement familial qui le supporte, alors cette influence-là néfaste de l'extérieur va être prédominante pour son développement futur. Il y en a qui s'en sortent, entre guillemets, qui ne sont pas véritablement affectés tout au long de leur vie par ça, et qui rebondissent au contraire, et pour qui ça devient une force. Et il y a ceux qui ne s'en sortent pas et qui ont ces croyances profondes de dévalorisation au fond de soi. Et pour pouvoir sortir de ça, c'est très très difficile à l'âge adulte, parce que toute la base a été construite sur ça, sur une dévalorisation personnelle. Voilà mon ami. Il est un petit peu vieux, il est un petit peu âgé. Il est un petit peu âgé et fatigué. D'où la responsabilité
symboles d'autorité, enseignants, famille, parents, et tout adulte qui rentre en contact avec des enfants. Je suis partie de là, de ce que je connais, de ce que j'ai vécu, pour dire que heureusement qu'ils ne m'ont jamais trop influencée dans ce sens-là, dans la mesure où j'avais toujours une compréhension profonde, une confiance profonde. Ils ne m'intéressent pas, ils auront beau me mettre dans une catégorie, ça ne m'intéresse pas. Comme diraient les enfants, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'es. Donc je voulais conclure en parlant de l'identification. Lorsque l'on catégorise une personne ou lorsqu'une personne se voit être catégorisée dans un groupe avec toutes les caractéristiques de ce groupe qu'on lui colle, ce qui est très important, c'est le principe d'identification. À quoi je m'identifie? Est-ce que je m'identifie exclusivement à ma culture familiale, à mon village, à ma nation? À quoi est-ce que je m'identifie? Plus l'identification va être restreinte, plus la catégorisation des autres sera aussi restreinte, puisqu'elle ne sera que le reflet de la perception de soi. C'est très intéressant de voir à quel point la physique quantique, la science, rejoint beaucoup des enseignements ancestraux qui ont été inculqués à différents peuples, qui ont été détruits, massacrés par une science matérialiste. Et aujourd'hui, la vérité ressurgit, notamment dans les sciences quantiques, où justement qui confirment toutes ces perceptions de la réalité qui n'existent pas et qui ne sont que des représentations. Et cela revient toujours à se dire à quoi je m'identifie. Est-ce que je m'identifie à mon travail, à ma catégorie socio-professionnelle? Dans ce cas-là, je vais aussi catégoriser les autres et je vais le valoriser ou non. Si je m'identifie un peu plus à ma famille, à ma culture, je vais aussi catégoriser les autres en fonction de leur nationalité, de leur culture. C'est toujours l'identité, ou la perception de soi, ou sa position, ou à quoi l'on sent qu'on appartient. Et le but de toute élévation, c'est d'aller vers une communion beaucoup plus élargie, de plus en plus élargie, de l'existence et de la vie, jusqu'à appartenir directement, jusqu'à sentir appartenir à la vie et non à la société. Parce que nous sommes dans une société et nous pouvons la changer, puisqu'elle n'est que la représentation collective de perceptions individuelles. Cela ne vient pas du ciel, cela ne tombe pas du ciel. Nous appartenons à la vie, même si certains le savent intellectuellement, mais comment nous le ressentons et comment nous le vivons au quotidien, c'est tout l'enjeu du futur.